Salut à tous, alors je vous avais laissé sur la vidéo de la première course de la saison, Peñíscola. On est déjà quasiment à J+15 de cette première course. Donc après cette course, j'ai pris 2 jours de repos complet. Et puis la fin de la semaine, donc du mercredi au dimanche, j'ai fait uniquement de la basse intensité et j'ai fait au total 12 heures. Donc j'ai vraiment bien pris le temps de récupérer. Et ça, c'est un point qui est assez important, surtout pour les triathlètes amateurs. On a l'habitude de voir les professionnels enchaîner beaucoup de courses. Du coup, ça fait que beaucoup de triathlètes amateurs se font des calendriers très chargés, très rapprochés. Mais la réalité de tout ça, c'est qu'être capable d'enchaîner des halves ou des fulls de manière assez rapprochée, ça demande de très bonnes capacités de récupération. Et donc, il ne faut pas forcément regarder comment fonctionnent les athlètes professionnels, simplement parce qu'ils font des volumes beaucoup plus importants, ils sont plus performants, donc ils ont plus de capacités de récupération et ils sont en mesure d'enchaîner beaucoup de courses. Le triathlète amateur, il n'est pas dans la même configuration. Il n'a pas le même train de vie, il n'a pas le même niveau, il n'a pas les mêmes capacités de récupération, donc il doit être très prudent sur comment il organise son calendrier. Donc moi, ce que je conseille, c'est vraiment, quand vous faites des halves ou même des fulls, prévoyez bien un temps de récupération. Pourquoi? Parce que souvent, on sous-estime la récupération nécessaire pour ce genre de course. Ça reste des efforts maximaux de plus de 4 heures, ou même plus de 9 heures quand c'est des fulls. Et il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est des efforts qui laissent des traces, qui sont fatigants. Il y a le voyage, les nuits d'avant, en général, on ne dort pas hyper bien. Et donc, ça demande beaucoup de temps pour bien récupérer. Donc, moi, ce que je conseille, c'est vraiment de planifier son calendrier pour faire en sorte d'avoir une période de récupération et une période d'entraînement avant la prochaine course. Et éviter, dans la mesure du possible, d'enchaîner des halves en 15 jours. Ou bien, si vous le faites, partez du principe que sur le second, ça va être compliqué d'être aussi performant que sur le premier. Donc moi, là, j'ai pu bien prendre le temps de faire un bloc de récupération, de vraiment, surtout que la fatigue, elle arrive souvent, pas le lendemain ou le surlendemain, mais elle arrive un peu plus tard. Enfin, généralement, elle arrive un peu plus tard dans la semaine. Et donc, j'ai vraiment pu prendre le temps de laisser passer cette fatigue avant de reprendre l'entraînement. Donc maintenant, quelle est la suite de la saison? Eh ben, j'en avais parlé déjà sur l'autre vidéo. Ce sera le L du Frenchman, donc, qui intervient fin mai, pardon. Donc fin mai, donc ça me laisse à peu près 5 semaines pour bien le préparer. Donc là, c'est idéal. Le L du Frenchman, je l'ai fait plusieurs fois. Je l'avais fait l'année dernière et justement, quand je parlais de récupération, je l'avais fait. C'était 13 jours exactement après Peñíscola. Donc j'avais pris le risque de le faire en sachant très bien que j'allais pas être au top. Ça s'était plutôt bien passé, mais en course à pied, après 10 km, j'avais senti clairement qu'il en manquait. J'avais eu du mal à me réentraîner entre les deux, c'était pas facile à gérer. J'ai pas des capacités de récupération hors normes, donc ça avait été un peu compliqué. Mais cette année, je vais pouvoir l'aborder avec plus de fraîcheur, donc ça va être plus intéressant. Ça ne sera pas forcément un objectif principal, mais c'est une course sur laquelle je veux arriver en forme. Ça tombe bien parce que j'ai le temps de bien le préparer, de faire quelques ajustements par rapport au bloc précédent. Ensuite, il y aura le L d'Embrun, donc qui intervient fin juin. Et puis ensuite, il y aura un passage sur full distance qui sera sûrement mes objectifs principaux les prochaines saisons. C'est vraiment la distance sur laquelle je veux me spécialiser. Et donc, il y aura un full. Je ne donne pas encore le nom de la course. Je vais laisser un peu de suspense et ça fera l'objet de plusieurs vidéos. Donc, ça me donne plein d'idées de vidéos à faire pour la suite. Donc voilà. Et donc, juste petit teasing. Un peu plus tard dans la vidéo, on va parler zone d'entraînement et contrôle de l'intensité. Et j'ai préparé un petit module gratuit que tu peux télécharger dans la description où j'explique assez simplement le concept des zones d'entraînement, des domaines d'intensité et l'intérêt d'avoir un contrôle de l'intensité. Donc si ça t'intéresse, tu peux aller voir et on va en parler de toute manière un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc comme je le disais dans la course précédente, la course de Peñíscola, elle était faite dans un contexte un petit peu différent de ce que je faisais les années précédentes. C'est-à-dire que les années précédentes, je m'entraînais plus l'hiver et j'arrivais sur la première course parfaitement préparé, vraiment presque à mon meilleur niveau de forme. Et souvent pendant la saison, ce qui se passait, c'est que ce niveau il s'effritait et j'avais du mal à maintenir, voire je régressais au cours des courses dans la saison. Donc là, j'ai eu une approche bien différente. Je voulais m'entraîner moins cet hiver parce que j'avais aussi un peu moins de temps et je voulais être capable de progresser tout au long de la saison pour bien progresser, garder de la motivation et pas user toutes mes ressources trop tôt dans l'hiver. Donc, je suis arrivé sur la course de Peñíscola en sortant de préparation générale et sans travail spécifique. Sans sortie longue à vélo avec des intensités, simplement des sorties longues classiques, avec beaucoup moins de volume. L'hiver dernier, j'avais fait 2 stages, là j'en ai fait aucun parce que je ne voulais pas en faire.
et que je voulais pas, entre guillemets, utiliser trop de ressources. Donc, forcément, la forme avec laquelle je suis arrivé était moins optimisée qu'avec la forme avec laquelle j'arrivais sur les courses des années précédentes. Mais c'était une stratégie assumée, dans le sens, c'est pas une erreur, c'était volontaire. Ok. Donc, cette course-là, le but de cette course à Peñíscola, c'était de voir où j'en étais pour faire des ajustements sur le bloc suivant. Et donc, pour faire un petit récap dans les 3 sports, en natation, cet hiver, j'ai moins nagé, j'ai nagé que 3 fois semaine, mais j'ai mis l'accent sur mes facteurs limitants, sur ma mécanique de nage, ma fréquence, avec un objectif d'essayer d'éliminer d'éliminer mes temps morts, de faire quelques modifications, et ça a bien fonctionné. Donc si j'arrive à nager un peu plus vite avec moins de ressources, je vais continuer comme ça, là je vais rien changer, ça va me permettre de passer plus de temps dans les autres sports. Le vélo, c'était clairement le point où j'avais le plus d'incertitude, dans le sens où je suis arrivé avec beaucoup moins de volume que ce que je faisais les hivers derniers. Beaucoup moins de volume, j'avais fait donc déjà moins de volume et aussi aucune sortie longue avec intensité. Mais comme je disais, c'était une stratégie assumée, hein. C'était volontaire. Et à vélo, j'ai fait pas mal de semaines à 70 km avec des bonnes séances, un entraînement habituel, ça s'est bien passé. Et globalement, la forme à pied était pas trop mal. Je pense que j'ai un peu de marge pour me monter encore un peu. Donc Peñíscola m'a permis de voir ce qui me manquait, ce qu'il fallait ajuster dans le bloc suivant. Et donc, qu'est-ce qui me manque le plus? C'est simplement le volume à vélo et la durabilité à vélo, donc la forme en général à vélo. Donc déjà, c'est quoi la durabilité? La durabilité, c'est ta capacité à maintenir un niveau de performance proche de ton niveau de performance en état de fraîcheur sur fatigue. Je te donne un exemple. Tu fais un 12 minutes à 100% à vélo en état de fraîcheur, juste bien échauffé, et tu fais le même 12 minutes après 4 heures de vélo à basse intensité, même si c'est de la basse intensité, ta performance va baisser. Okay, et donc, la durabilité, c'est ta capacité à limiter cette baisse, okay, à limiter l'ampleur de la baisse. Et ensuite, il y a plusieurs types de durabilité. Enfin, du moins, on peut l'exprimer de diverses manières. On peut utiliser plusieurs métriques. On peut prendre les seuils, on peut regarder comment évoluent tes seuils en état de fraîcheur et sur fatigue. On peut regarder les efforts maximaux. On peut regarder le W prime, donc ta capacité à produire un effort vraiment intense sur fatigue. Donc, il y a plein de façons de l'exprimer. Nous, ce qu'on veut en sport d'endurance, enfin en sport d'endurance et en triathlon de longue distance, contrairement par exemple au cyclisme, c'est juste être capable de produire un effort spécifique à la course en se fatiguant le moins possible avant de courir. C'est un petit peu différent de la durabilité qu'on va retrouver en cyclisme, où tu dois être capable, à la fin de la course, de finir très fort, de produire un effort maximal très intense en fin de course. Nous, on n'a pas cette nécessité-là, nous, on a juste la nécessité d'être efficient sur nos allures de course, sur les différents efforts qu'on va retrouver en course, pour bien courir derrière et éviter de se dégrader pendant le vélo. Et cette durabilité à vélo, elle va aussi fortement impacter la performance en course à pied derrière. Et donc maintenant, comment développer la durabilité? Donc déjà, il y a un facteur auquel on ne peut pas échapper, qu'on ne peut pas éviter, c'est l'expérience et le temps passé à l'entraînement. C'est-à-dire que naturellement, un athlète qui s'entraîne depuis 10-15 ans, il aura développé cette durabilité avec son expérience, avec sa pratique de manière générale. Et donc même si tu cibles ce facteur de manière importante, en 2 ans, tu ne pourras pas en fait atteindre le niveau de durabilité d'un athlète qui s'entraîne depuis 10-15 ans de manière sérieuse. Donc il y a l'accumulation de travail, l'accumulation d'entraînement avec les années. Ça a un impact très important sur la durabilité. Ensuite, il va y avoir le type de séance que tu pratiques. Si tu pratiques beaucoup de sorties longues avec des intensités, tu vas avoir tendance à développer un peu plus ta durabilité. Ensuite, il va y avoir également quelques facteurs génétiques. Il y a des athlètes qui ont plus de facilité à être durables. On voit des athlètes qui, dès le premier Ironman, même avec peu d'expérience, passent bien. C'est-à-dire qu'ils ont une bonne, ils ont cette capacité à avoir peu de dégradation tout au long sur de longues durées. Donc voilà. Donc il y a des facteurs d'expérience, il y a des facteurs d'entraînement et des facteurs génétiques. Donc moi, je vais vous montrer avec moi. Donc je vais vous prendre sur 2 séances vélo, mais 2 séances clés pour le reste de la saison qui seront là tout le temps. Et donc je vais vous montrer comment moi j'entraîne ce facteur durabilité au-delà de tous les aspects qui sont le volume, l'expérience, la génétique. Je vais vous montrer mes 2 séances cibles pour améliorer ma forme à vélo et ma durabilité en vue des halves qui arrivent et surtout, aussi également pour le full qui arrivera un petit peu plus tard dans la saison. Donc c'est parti, là je vous emmène sur ma première séance et ensuite on verra la seconde séance clé.
Allez, donc là au programme, une sortie de 4 heures. Donc 4 heures avec du travail au seuil 2. Un premier bloc en début de sortie sur du plat. Donc après 45 minutes, 6 fois 5 minutes, récup 1 au seuil 2. Ensuite, on roule en endurance. Et un deuxième bloc après 3h20, 3h30 dans un petit col. Toujours 6 fois 5 minutes, récup 1 au seuil 2. Mais cette fois sur fatigue en fin de séance. Donc là, on a sorti la veste de pluie. Ils ont prévu 4 heures de flotte. Donc ça va être une sortie sympa. Mais bon, si on attend qu'il fasse beau pour faire chaque sortie, bon, il y en a pas mal qui sautent. Donc c'est parti. Allez, premier bloc terminé. Donc 5 fois 5 minutes, récup 1. Donc là, je les ai fait entre 338 et 340 watts. J'ai pris une mesure de lactate à la fin, j'étais à 2,7. Donc à mon seuil 2, c'était bon. Donc quand je parle de seuil 2, je parle pas de FTP ou de puissance critique. C'est une intensité inférieure, le seuil 2 de lactate. Donc c'est pas une intensité très élevée pour un 5 fois 5 minutes. Mais là, maintenant, il reste 2 heures d'endurance. Et puis après, on refait le même bloc. Donc il sera passé plus de 3 heures de sortie. Et cette fois dans un petit col. Donc bon, on va bien s'amuser sous la pluie. Prendre son mal en patience. Puis comme ça, on appréciera les prochaines sorties. Allez, let's go! Allez, dernière série validée, donc 4 fois 5 minutes récup 1, j'ai enlevé 1 parce que j'avais la difficulté que je voulais atteindre au bout de 4. Inutile d'aller plus loin, c'est que le début du cycle, donc je vais me garder comme de la marge. Bah, après 3h30, c'est pas la même de refaire les 5 minutes au seuil 2, même si globalement ça allait. Les valeurs de lactate sont bonnes, donc c'est cool. Allez, donc bilan de cette première séance, donc qui était pas très difficile, mais elle était prévue puisque c'était un début de cycle, et j'aime toujours organiser mes séances sous forme de cycle. Je commence une première, puis je prévois toujours d'augmenter la difficulté au fur et à mesure. Donc l'idée c'est que la première, elle soit relativement facile pour que j'ai de la marge pour continuer à monter derrière. Si la première elle est trop dure, après je bloque et je peux pas augmenter la difficulté de cette même séance tout au long du cycle. Ok. Donc la première série après 30 minutes, donc 5 x 5 à 338 watts de moyenne. Après, j'ai roulé 2h39 en endurance, donc autour de 220 watts NP, il me semble. Et donc, ça fait que la deuxième série, je l'ai attaquée après 3h30 et 2800 kJ. Et donc, j'ai refait 4 x 5 minutes au lieu des 5 prévus, simplement parce que je voulais atteindre une difficulté globale de la séance, aller à 6 sur 10 maximum. Et 4 x 5, ça me faisait atteindre ce que je voulais. Donc, je me suis arrêté là, inutile d'en faire plus. J'ai tout le temps pour augmenter la difficulté après. Et donc là, j'ai refait 338 de moyenne. Et donc j'avais seulement 2 BPM de dérive à la fin du deuxième bloc. Donc clairement, c'est peu. Donc j'ai repris une prise de lactate après le deuxième bloc. Donc, sur le premier, j'avais 2,7. Sur le second, j'avais 1,9. Donc là, on pourrait se dire, si on raisonne assez simplement, ah bah super, même après 3h30, ton seuil il est encore mieux puisque la valeur de lactate est plus basse. Mais en fait, c'est pas le cas. Pourquoi? Simplement parce que le lactate, de manière très simplifiée, c'est un sous-produit de l'utilisation des glucides. Et quand on a une séance qui est relativement longue comme celle-ci, surtout avec de l'intensité au début et donc intensité plus durée, on va avoir même si on consomme des glucides pendant cette séance, on va avoir une déplétion du glycogène. Donc on va globalement avoir moins de glucides disponibles à la fin de la séance. Ça fait qu'il est plus difficile de produire du lactate. Donc c'est normal de voir des valeurs plus basses. Donc 1,9, c'est une bonne valeur pour moi, simplement parce que c'est ce que je peux retrouver même en état de fraîcheur. À cette puissance-là, même en état de fraîcheur, je vais retrouver globalement des valeurs qui sont entre 2,5 et 1,9. Donc je suis dans la bonne plage. Par contre, si je m'étais retrouvé à avoir fait ce même 5 x 5 minutes, à être à 1,5 millimol, mais avec un RPE qui explose, ça aurait été mauvais signe. Ça voudrait dire simplement que la durabilité était pas très bonne, ou du moins que j'avais atteint un stade de fatigue bien plus avancé que ce que j'ai atteint ici. Puisque mon RPE a augmenté un tout petit peu, l'AFC a très peu dérivé et mes valeurs de lactate restent dans une plage raisonnable. Donc signe que pour cette séance-là, elle était bien réalisée, la durabilité était relativement bonne, maintenant il faudra voir sur des séances plus difficiles.
Allez, donc c'est parti pour la séance du jour. Au programme 4h, 4h30, avec à l'intérieur des intervalles au seuil 1. Donc j'ai prévu d'avoir au total 4 intervalles pour un petit peu plus de 1 heure au seuil 1. Donc voilà. Allez, c'est parti. Je vous montre un peu la séance, puis on fera le débrief après pour vous expliquer les objectifs, comment ça s'est passé et comment je fais pour gérer mes intensités, etc. Allez, let's go. Bon, premier intervalle terminé, donc 30 minutes au premier seuil. J'ai senti tout de suite que c'était pas dans un grand jour, ma FC était assez haute. Du coup, j'ai régulé mon effort pour rester sur le premier seuil. Donc, je me suis retrouvé à faire mon 30 minutes à 200, un peu plus de 250 watts, alors que normalement, on va dire que le premier seuil, il va être pour moi entre 270 et 280, voire un peu plus les bons jours. Mais c'est normal, c'est-à-dire que j'ai stressé mon corps, j'ai perturbé un peu l'homéostasie. Donc naturellement, les zones et les seuils, ils peuvent bouger. C'est totalement cohérent et c'est absolument pas un problème. Et donc là, j'avais 1,5 millimol après 30 minutes. C'est même un petit peu trop. J'aurais dû même me mettre peut-être à 245 watts. Donc on est très loin de mes valeurs normales. Mais comme je disais, c'est absolument pas un problème. Et je vous expliquerai sur le débrief pourquoi c'est pas un souci. Et justement, pourquoi le contrôle de l'intensité il devient particulièrement intéressant à ce moment-là. Ok, donc seconde séance terminée. Donc là, l'objectif c'était de faire à peu près 4h30 avec un petit peu plus de 1 heure au seuil 1. Il me semble que j'ai dû faire 1h15. Je vous mettrai le détail de tous les intervalles, de comment je les ai placés dans la sortie. Donc là, c'était intéressant à filmer parce que ce qui s'est passé, c'est qu'au final, j'étais dans un. Ça arrive pas très souvent, mais ça arrive. C'est qu'en fait, c'était ma première semaine vraiment de remise en charge. J'avais pas refait vraiment d'intensité depuis Péniscola, puisqu'il y avait la période de récupération. Donc naturellement, dans ces périodes-là, le corps il est un petit peu stressé, on le perturbe un petit peu, on fait des choses un peu différentes, il a plus trop l'habitude. Donc la veille, j'avais fait une séance seuil 2 en course à pied. Normalement, ça passe très bien de faire une séance seuil 1 à vélo le lendemain. Mais là, il s'est trouvé que j'étais pas dans un super jour. Donc naturellement, ma FC elle était haute, j'avais pas des bonnes sensations. Donc je l'ai vu tout de suite sur le premier intervalle, je voyais ma FC qui était haute, donc j'ai régulé mon effort. J'ai anticipé en fait pour que je sois tout de suite dans la bonne plage. Et donc pour 250 watts, j'étais à 1,5 millimol, ce qui clairement est loin de ce que je peux faire d'habitude, mais c'est normal et c'est tout l'intérêt de réguler. Un peu plus tard dans la séance, ça s'est amélioré, j'étais un petit peu mieux, mais c'était globalement moins bien que d'habitude. Mais c'est justement à ce moment-là que le contrôler ses intensités devient particulièrement intéressant. Et donc il y a un concept assez simple, mais hyper important à comprendre, c'est le concept de interne et externe. C'est-à-dire que pour une certaine puissance ou une certaine vitesse, donc externe, la donnée finale, ok, qu'on appelle output, en fait, on va avoir une valeur interne, donc input, qui peut varier d'un jour à l'autre. C'est-à-dire que pour 270 watts, le coût interne, le coût pour l'organisme, qu'on peut définir de plusieurs manières, on peut utiliser plusieurs métriques, la consommation d'oxygène, la valeur de lactate sanguin, la fréquence cardiaque, enfin ce couple-là, il risque de varier. C'est-à-dire que si jamais pour 270 watts, le coût interne était toujours le même, bah, ça serait super facile. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas le cas. Il y a plein de choses qui peuvent affecter, entre guillemets, ce couple. Il y a la forme du jour, si tu es fatigué, ça peut bouger. Les conditions météo, s'il fait chaud, eh ben, pour une certaine puissance ou une certaine vitesse, le coût pour l'organisme va changer. Donc, vu que ce couple est variable, pour bien faire, en tout cas quand tu as la volonté de bien cibler tes zones, d'être précis dans ce que tu fais, eh ben, tu es obligé de réguler tes efforts. Donc pour ça, il y a plein de façons de le faire. Il y a déjà la première chose, le RPE, les valeurs de fréquence cardiaque, et il y a également la lactatémie sanguine qui peut servir. Donc il n'y a pas besoin forcément de faire très compliqué. Déjà dans un premier temps, utiliser l'AFC et le RPE, c'est un très bon moyen. C'est ce que j'ai fait au début de ma séance d'ailleurs. Et puis ensuite, je viens compléter ça avec les valeurs de lactatémie sanguine. Et donc pourquoi cette régulation que je fais à chaque fois? Ben, c'est pas compliqué à comprendre. Moi, mon objectif premier, quand je fais une séance, je sais exactement ce que je veux cibler, dans quelle zone je veux être. Donc, pour moi, l'objectif de la séance, c'est pas de valider les watts ou la puissance coûte que coûte. C'est de travailler dans la zone que j'ai prévue. Vraiment, c'est ça le plus important pour moi. Et en faisant ça,
en fait, je m'assure de toujours faire le travail qui est prévu, de ne pas aller au-dessus, de ne pas pousser trop fort, surtout quand je suis fatigué. Parce que c'est à ces moments-là qu'il faut éviter de pousser trop fort, donc il faut bien réguler. Et ça me permet d'être constant, d'éviter les blessures, le surmenage, etc. Et puis deuxième chose, sur mes 2 séances, on voit que je m'entraîne au seuil 1 et au seuil 2. Alors là, on pourrait se dire pourquoi l'entraînement au seuil? Alors il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est la spécificité. C'est-à-dire que le seuil 1 et le seuil 2, c'est assez spécifique au triathlon de longue distance. Le seuil 1, il est légèrement supérieur ou à la puissance qu'on va retrouver sur Ironman. C'est-à-dire que sur un Ironman un peu vallonné, dans les montées, on va être seuil 1, voire un peu au-dessus, sur le plat, un peu en dessous, et sur un Ironman plat, on va être globalement légèrement sous le seuil 1. Le seuil 2, pour les 70.3, donc pour les half, on va y être en montée, voire un petit peu au-dessus, et sur le plat, on va être un peu en dessous. Donc globalement, même si on n'est pas à la puissance moyenne exacte de la course, on est spécifique à la demande des 70.3 et des Ironman. Et ensuite, quels sont les intérêts physiologiques? Puisqu'on a tendance à croire que s'entraîner à un seuil, c'est pour développer ce seuil, ce qui n'est pas le cas, et en tout cas, ce n'est pas mon objectif premier. Ok, mon objectif premier, c'est d'avoir un entraînement dit extensif. Et donc, un entraînement extensif, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'utiliser principalement des intensités sous-maximales et de plutôt jouer sur la durée. C'est-à-dire que plutôt que de faire des intervalles très courts et très intenses, on va faire des intervalles moins intenses, mais on va aller chercher à cumuler plus de durée. Et donc pourquoi ça? Alors déjà pour comprendre un petit peu, de manière empirique, on sait que l'entraînement à haute intensité, globalement, va nous faire progresser vite, mais va vite s'arrêter de nous faire progresser. En fait, il faut imaginer ça un peu une courbe qui fait un plateau très rapide, c'est-à-dire que la haute intensité nous fait progresser très vite, puis on a vite une stagnation. Et si on s'entraîne trop intensément, on va même voir au fur et à mesure une régression. Tandis que l'entraînement à plus basse intensité, l'entraînement plus extensif, il va nous faire progresser globalement moins vite, mais plus longtemps dans la durée. En fait, du moins, c'est ce qu'on observe de manière empirique. Et comment ça pourrait s'expliquer physiologiquement? Eh ben, en fait, on a globalement, je vais essayer de faire assez simple, on a plusieurs voies de signalisation pour activer ce qu'on appelle le PGC1 alpha, qui lui va réguler, donc il va réguler l'expression des gènes et donc les adaptations de la cellule pour devenir meilleure entre guillemets en sport d'endurance, en effort d'endurance. Ok? Donc, pour activer ce PGC1 alpha, plusieurs voies afin de l'activer. Donc, il y a des voies qui sont utilisées par la haute intensité et des voies qui sont utilisées plutôt par la basse intensité ou bien les efforts plus modérés au tempo, l'entraînement au seuil par exemple. Ok. Et donc, les voies de haute intensité sont très efficaces, mais elles montrent vraiment un ralentissement de ces effets adaptatifs dans le temps, dans la durée. Par contre, la voie de la, entre guillemets, de la basse intensité, des efforts plus longs, de l'entraînement plus extensif, elle semble être moins sujette à la rétro-inhibition. Ça veut dire que même quand on l'active souvent, elle continue à être efficace dans le temps. Donc c'est là qu'on comprend qu'il y a effectivement des entraînements qui peuvent fonctionner très vite à court terme, mais peu à long terme, et d'autres qui fonctionnent moins vite, mais à plus long terme. Donc effectivement, faire beaucoup de haute intensité, ça va marcher tout de suite, hein. Si tu te mets à faire beaucoup de haute intensité, tu vas avoir des progrès. Normalement, c'est quasiment sûr, assez rapidement. Par contre, le problème, c'est combien de temps tu vas réussir à maintenir ces progrès, combien de temps ces progrès vont durer avant que éventuellement tu te blesses ou tu te surmènes. Donc, l'entraînement extensif, certes, il va être un peu moins efficace sur le court terme, mais à long terme, il va te faire progresser. Et moi, c'est ce que j'observe depuis que j'utilise ce mode d'entraînement là, depuis 3 ans où je fais peu de haute intensité, ou du moins à des moments bien spécifiques. C'est qu'en fait, je ne progresse plus par gros à-coups, mais de manière linéaire toute l'année en évitant vraiment les phases de surmenage. Donc bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser la haute intensité, mais elle doit juste être dosée, elle doit être justement dosée et placée au bon endroit. Et ensuite, bah, pourquoi l'entraînement au seuil et pas un peu au-dessus ou un peu en dessous? Et ben ça, c'est plus une question après pour moi de méthodologie. C'est-à-dire que j'ai construit ma méthodologie en utilisant ces repères, ces seuils, et donc naturellement, je les ai associés à des durées. Par exemple, je sais que pour un débutant, une séance de seuil 2, ça va être 6 km de travail en course à pied. Pour un intermédiaire, ça va être 8-10, et pour un très avancé, ça peut monter jusqu'à 12. Donc en fait, c'est juste que j'ai construit ma méthodologie et je m'en sers de repères pour les contrôler éventuellement avec un analyseur de lactate pour les athlètes qui en ont ou pour moi-même. Et voilà, donc il n'y a pas forcément l'entraînement au seuil n'est pas magique. Voilà, il y a tout un concept derrière qui est empirique, physiologique et aussi méthodologique dans mon cas. Puis ça me permet aussi une comparaison dans le temps, c'est-à-dire que depuis que j'utilise un analyseur de lactate et que je contrôle mes seuils, je sais dire en fait depuis 4 ans où était mon seuil 2 et mon seuil 1 à telle période et comment il a évolué et je peux mesurer de manière récurrente en fait mes progrès. Donc si ça t'intéresse de mieux comprendre tout ce concept de zone, de seuil, où est-ce qu'ils sont placés,
quelles sont les zones, enfin voilà, les domaines d'intensité, tout ça. J'ai fait un petit module gratuit, comme je le disais au début de vidéo. Tu peux le télécharger donc juste en bas dans la description et ça va un peu t'éclairer sur tout ce qui est les seuils, les domaines d'intensité, comment on les définit, où ils se placent, etc. Donc voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'en prépare déjà de nouvelles, j'ai déjà quelques idées. Et puis à la prochaine.